Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être si nombreux, si tardivement un jeudi et en cette période Covid. Ça nous fait très plaisir de vous recevoir ici au musée du Quai Branly Jacques Chirac. C'est avec une grande émotion en fait que je suis là pour inaugurer ces illuminations dans le jardin créées par Philippe Écharoux, ici présent. Une grande émotion et une grande fierté. Je me rappelle encore la fois où on s'est rencontrés avec Philippe en 2019. Et c'était l'époque, vous savez, où on pouvait rencontrer des gens en voyant leur visage en entier, en fait. Et à cette époque, on s'était vus. Philippe m'avait présenté son travail. On ne savait pas encore exactement ce qu'on allait construire ensemble. Et je pense que ce qu'on a construit ensemble est totalement inédit dans le paysage culturel parisien. On a réussi à faire quelque chose qui, nous faisait sortir du cadre au musée du Quai Branly. Ce n'était ni une expo, ni un spectacle, comme on a l'habitude de faire, ni une projection dans notre belle salle de cinéma, seule salle de cinéma du 7e arrondissement, je le précise, ni un colloque, ni une conférence au salon de lecture. Une nouveauté. Une nouveauté qui est majeure pour le musée à 3 titres. Premièrement, c'est un geste de mise en valeur de nos jardins. Parce que peu de personnes en ont conscience, mais le musée du Quai Branly est véritablement dans un écrin de verdure qui fait que aucun autre musée peut, sur ce point à Paris, rivaliser sur ce sujet. Et c'est aussi important pour nous, en cette année 2020, où beaucoup de Parisiens se sont retrouvés entre 4 murs, de les inviter un peu au voyage dans cet univers assez enchanteur qu'est le jardin du musée du Quai Branly. Deuxièmement, c'est un événement majeur pour le musée parce que c'est un geste artistique qui est vraiment inédit. Donc, des projections photographiques sur des feuillages. Vous, je ne sais pas, mais moi, c'est la première fois que j'ai découvert cette technique. Et vous verrez, je pense que une des choses premières que vous allez ressentir lors de la mise en lumière des jardins, c'est vraiment cette émotion esthétique face à ce geste artistique de Philippe Écharoux. Et troisièmement, c'est un événement majeur parce que c'est un geste politique. Un geste politique qui est totalement dans l'ADN du musée. Vous ne le savez peut-être pas, mais le musée est né d'une idée qui a commencé à germer en 1994. En 1994, Jacques Chirac, maire de Paris, a inauguré une exposition au Petit Palais qui est un musée de la ville de Paris, sur les Taïnos. Les Taïnos, c'est un peuple d'Amérique, des Caraïbes, de l'île d'Hispaniola, qui a été totalement exterminé en une trentaine d'années par l'arrivée des Occidentaux. Et donc, du coup, l'exposition au Petit Palais montrait la beauté pourtant des objets de ce peuple et essayait par là même de montrer que toutes les cultures ont une égale dignité et qu'il faut justement essayer de protéger à tout prix tous les peuples opprimés. Et là, à travers ces portraits de Pailleter-sur-Huy, c'est exactement le propos que Jacques Chirac avait voulu avec ce musée mettant en valeur toutes les cultures du monde à égale dignité. Et je pense que c'est important aussi parfois pour un musée tel que le musée du Quai Branly, de se recentrer sur ses valeurs, sur le sens qu'il doit porter, sur son message politique. Et en cela, merci Philippe pour ce message politique que tu portes aussi à travers ce geste artistique. Je ne serai pas plus longue. Je vais laisser la parole donc, à Philippe et à Cyril et Thomas qui sont là pour l'accompagner. Thomas pour Aquaverde et Cyril pour l'architecture intellectuelle d'histoire de l'art qu'il porte aussi à travers son expertise. Je vous remercie, messieurs. De commencer cette rencontre. Alors, effectivement, c'est un immense honneur et un bonheur d'animer cette rencontre, puisque Philippe Écharoux m'a fait l'amitié de me demander d'avoir un regard sur son œuvre. Et avec Thomas Pitzer ici, qui est donc le fondateur et le président de l'association Aquaverde Suisse, qui est une association qui s'occupe notamment de la sauvegarde de l'Amazonie et grâce à laquelle Philippe, on va y revenir dans un instant, a pu réaliser ce projet en Amazonie.
Alors, pour présenter Philippe très très rapidement, mais il va le faire lui-même, j'ai envie de dire que c'est d'abord un photographe, mais aussi un artiste urbain qui est singulier, on vient de le dire, puisque il manipule, je dirais, il manie la photographie, mais il ne se contente pas d'en faire des clichés sur papier, il les projette dans la nature. Alors, en l'occurrence ici, dans un jardin, et donc avec ce projet, c'était en Amazonie, mais ça peut être aussi, et on va le voir, dans différents lieux de la ville, hein, donc sur des murs aussi. Donc c'est une façon de s'approprier la ville, mais d'une façon éphémère, d'une façon poétique et finalement d'une façon nocturne, puisque c'est le temps d'une nuit maximum, puisque dès que l'astre du soleil paraît, eh bien ces photos, à l'inverse, disparaissent. Donc il y a même quelque chose à la fois de poétique et presque une certaine humilité d'ailleurs dans ce travail. Et puis je voulais aussi souligner l'aspect engagé de Philippe, puisque c'est quelqu'un qui est très engagé dans la société, à savoir qu'au-delà de son travail artistique, enfin même si je dirais que ça y participe, c'est quelqu'un qui va aller toujours à la rencontre des autres, donc aussi bien dans les quartiers nord de Marseille, où il va faire des ateliers en tant que, je dirais, sous sa casquette de travailleur social, tel qu'il le fut avant d'être artiste, et faire des ateliers avec les jeunes, les adolescents, pour leur faire partager son art, au fond. Et il va aussi bien aller animer des séminaires ou des conférences dans des entreprises du CAC 40 pour, là aussi, ouvrir les esprits et parler d'art, de photographie ou d'Indienne Amazonie. Donc voilà, il y a cette grande amplitude chez Philippe qui est vraiment très intéressante et qui nous montre que c'est un artiste qui est impliqué dans la société d'aujourd'hui. Alors, cette conférence, elle va se dérouler, je dirais, un peu en deux parties parallèles. L'idée, c'est que Philippe nous parle de son art, de ses photos, d'une façon technique, esthétique, etc. Et puis, j'ai voulu ancrer ça aussi, ce travail, parce qu'il doit s'y ancrer dans l'histoire de l'art, dans l'histoire de la photographie. Et je vais lui proposer des parallèles avec quelques grands artistes, quelques grands photographes du XXe siècle, dont notamment un qui, vous le verrez, qui est aussi représenté dans les collections du musée, vous comprendrez pourquoi. Et voilà, entrer un peu en dialogue par rapport à ces œuvres et voir comment il se situe par rapport à ça, dans une continuité, parfois dans une rupture, et dans une singularité en tout cas. Voilà. Alors peut-être pour commencer, eh bien, voilà, sur ce travail de photographe, peut-être, Philippe, tu peux commencer à nous parler de ton parcours, pourquoi tu as choisi la photographie et pourquoi tout cela dans la rue. Bonsoir à tous. Merci d'être venu malgré le contexte actuel. Comme le disait Angélique, un grand merci. Pas forcément facile en ce moment pour ça. Donc, tout le monde m'entend bien ? Donc mon parcours, il commence, je dirais, sur les bancs, mais pas forcément les bancs d'une école, plutôt les bancs d'une vieille salle d'escalade marseillaise qui est devenue mon école à moi. Donc ça a été mon premier métier. J'ai décidé d'arrêter grossièrement l'école pour m'atteler à l'escalade. En tout cas, c'était ce qui, à l'époque, me paraissait cohérent. Donc au lieu d'aller en cours, je passais mon temps à visser des prises sur des murs en bois, inventer des passages. Il y avait une forme de créativité, mais je ne m'en rendais pas forcément compte. Et du coup, j'ai fait un petit peu mon trou dans l'escalade, j'en ai vécu, ça s'est très bien passé. Et curieux de nouvelles choses et grandissant dans ce milieu des sports de pleine nature, je me suis retrouvé aussi au début du kitesurf, qui est devenu un sport que vous connaissez tous, j'imagine. Enfin, forcément, c'est quelque chose de très connu. Mais à l'époque, c'était un sport qui était plutôt... pas forcément connu et surtout très dangereux parce que le matériel n'était pas du tout abouti et c'est pour ça que ça avait un peu mauvaise pub au début. Mais ce que j'ai adoré et ce que j'ai appris dans ces périodes-là, c'était le côté débrouille et bidouille pour faire grandir quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué et qui est resté. Donc, quand je faisais ces activités-là, j'étais régulièrement photographié par des photographes professionnels qui venaient nous photographier en falaise ou après, ça a été des photographes plutôt spécialisés pour le domaine marin et voire sous-marin. Et du coup, je m'étais dit, c'est quelque chose qui m'intéresse, mais je ferai ça plus tard, quand je serai plus vieux et tout cassé, je ne pourrai plus faire mes sports que j'aime. Bon, je voyage, j'ai une vie vraiment, vraiment très chouette, et je me dis qu'il est temps d'avoir un vrai métier, et je voulais pouvoir transmettre ce que j'avais appris dans mes voyages, parce que quand on a 24 piges et qu'on se retrouve payé par une marque de kite à faire le tour du monde, on apprend des choses. Et je m'étais dit, ok, il est temps d'avoir un vrai boulot, donc...
je m'étais dit pourquoi pas éducateur spécialisé, parce que c'est quelque chose qui me paraissait un bon moyen de transmettre des valeurs à des jeunes qui n'ont pas forcément eu la chance que j'avais eue. Donc j'ai fait ma formation d'éducateur spécialisé, donc de travailleur social, et en même temps, l'été juste avant de commencer ma formation, j'ai acheté un appareil photo complètement par hasard. On partait surfer dans les Landes avec des potes, et j'ai acheté un petit appareil photo Bridge, pour ceux qui connaissent la photo, et je me suis rapidement pris au jeu, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait déjà, mais ouais, ça me permettait d'occuper mes temps libres de repos de sportif au final. Et en étant éducateur spécialisé, j'ai eu affaire à un tas de publics, donc gamins, enfin, enfants en difficulté, adultes handicapés, des personnes dans la rue. Et ça a été au final une super école pour la photographie, parce que je me suis retrouvé à avoir des gens à photographier, mais pas forcément en tant que photographe, mais en tant que travailleur social qui a affaire à eux. Et donc j'ai commencé ma formation d'éduc, la photo en même temps, mais je me suis rapidement pris au jeu de la photo et ça a vite marché pour moi. Je ne saurais pas te dire pourquoi, mais j'ai eu des premiers clients, des premières demandes qui venaient un peu de mon cercle d'anciens sportifs. Donc j'ai commencé à travailler pour une marque de snowboard par exemple. Et j'ai été au bout de ma formation d'éduc, j'ai eu mon diplôme parce que je voulais mener ça à bien et je voulais finir ce que j'ai commencé. Mais je me disais aussi que je voyais des éducs qui étaient beaucoup plus vieux que moi et je les voyais qui étaient complètement usés par ce métier parce que, faut dire ce qu'il est, c'est un métier qui est hyper usant, forcément. Et du coup, ça devenait de mauvais éducs parce qu'ils n'avaient plus d'énergie à donner de par ce que je leur avait demandé pendant toutes ces années. Donc je me suis dit, laisse une chance à la photo, ça a l'air de fonctionner, tu verras bien. Au pire, tu as ton concours d'éduc et étant EducSP à Marseille, de travail social, malheureusement, il y en a. Et depuis, je ne suis plus EducSP, certes, mais je reste quand même avec un pied vraiment ancré dans le milieu social, tout comme le milieu de la pleine nature, on va y revenir. Mais ce n'est pas pour rien que je me retrouve à faire un art qui est résolument social, du street art ou de l'art urbain, et à aller dans des endroits comme l'Amazonie. Et alors justement, là, on commence avec un premier portrait d'un Marseillais, en fait, c'est-à-dire quelqu'un de chez toi. Qu'on peut voir donc le portrait, donc c'est peut-être là qu'on voit le basculement entre la photo et puis la projection. Ouais, alors du coup j'ai commencé donc la photo, mais comme j'avais commencé l'escalade ou le kitesurf, en fait j'y connaissais rien, j'avais aucune place là-dedans, aucun réseau là-dedans, je débarquais en fait. Et ce qui m'intéressait c'était le portrait, je travaille avec des humains, avec des personnes, donc j'ai rapidement été vers ça. Et j'ai commencé ma carrière en tant que photographe de publicité et portraitiste pour différents magazines de la presse française et autres. Et ça a marché pour moi, je commençais même à avoir des sponsors, j'étais reconnu dans ce milieu-là pour mes techniques avec de l'éclairage de studio. C'est ce qui m'a rapidement plu parce que c'était un bidouillage qui était réel. Et on revient à ce terme de recherche et de bidouillage avec des choses réelles et pas forcément derrière un ordi. Et du coup, j'ai commencé par faire du portrait, mais ça commençait donc à marcher, mais il me manquait un petit truc. Je trouvais ça bien, mais il manquait, j'avais du mal à faire passer certaines choses, et je me suis dit, ok, il faut que tu sortes, remets tout en question, continue à faire des portraits, mais essaie de trouver d'autres façons de dire ce que tu ressens. Et je suis tombé sur le street art, vraiment par hasard, en feuilletant un bouquin de Banksy chez une amie. Je me suis dit, ça c'est bien, ça parle à tout le monde, c'est simple, ça parle à des gens comme moi, qui ne sont pas forcément des gens qui s'intéressent à l'art, paradoxalement, donc je vais essayer de créer quelque chose là-dedans. Donc c'est ce qui explique un peu ton passage à la rue. Exactement. Ouais. Et alors ici, justement, on est sur un travail, je dirais donc de portrait. Donc là, on est à Calcutta, qui est une de tes dernières missions. Cet art du portrait, ça suppose quand même une complicité avec le sujet. Alors comment ça se passe, surtout quand on est avec ici des Indiens, mais il y a donc des Indiens d'Inde, on va dire, mais il y avait des Indiens d'Amazonie qui ne parlent pas ta langue. Comment ça se passe? Comment tu vas créer ce climat de confiance, de bienveillance, etc., qui va faire en sorte que le sujet te fait confiance et qu'on va avoir des photos qui justement transpirent d'humanité en quelque sorte? Je dirais que la notion de base, qui est la plus importante, et chose qu'on oublie souvent, on parle du travail d'un photographe. Mais en fait, c'est pas ça. C'est le travail du photographe et des gens qui l'a photographié. C'est un portrait, c'est quelque chose qui se fait à deux. Si j'ai personne en face de moi, je fais pas de portrait. C'est vide. Donc, je pense qu'on oublie souvent ça parce qu'on va dire « Ah, t'as vu les portraits d'un tel, t'as vu les portraits d'un tel ». Oui, c'est une chose. C'est lui qui a pris la photo. Mais c'est une rencontre entre deux personnes qui est illustrée par cette photo. Et en tout cas, c'est quelque chose que j'essaie d'avoir forcément en tête, que la personne soit connue, pas connue. Quand on la shoot dans le plus grand studio de Paris ou dans les rues de Calcutta, c'est la même chose. C'est un portrait qui est le témoin de cette rencontre. Et j'essaie simplement, comme on le voit sur la photo qui est derrière, d'être le plus simple possible. On ne fait qu'une photo. Si on la rate, c'est pas grave. Je suis pas chirurgien cardiaque, pour le coup. Donc,
si je me rate, ok, il y aura des gens mécontents, si c'est de la pub, il y aura une certaine pression, mais il n'y a pas mort d'homme, quoi. Donc j'essaie de dédramatiser, et des choses qui fonctionnent, c'est juste de dire aux gens, si vous ne voulez pas, on ne fait pas de photos, il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucun problème. On le fait si ça vous fait plaisir. Donc je pense que j'essaie de mettre en avant le fait que c'est quelque chose que je fais avec la personne, et si elle n'est pas prompte à le faire, on ne le fait pas. Bon, ça, c'est quelque chose de très important sur lequel on reviendra justement quand on fera nos comparaisons avec d'autres photographes. Alors, je pense qu'il est temps justement de voir ce qui s'est passé en Amazonie et de voir effectivement avec Thomas Spitzer comment cette aventure est née, comment ça s'est passé concrètement sur place. Et puis après, tu nous diras aussi le compte-rendu de ton expérience, évidemment, Philippe. Alors Thomas, peut-être je vous passe la parole pour nous parler des Indiens Pater-Suri, en fait. Oui, merci, bonsoir. Merci aussi tous d'être là et merci de m'avoir invité. D'aller à la rencontre d'un peuple d'Amazonie est quelque chose de très spécial. Le peuple Surui, par exemple, a eu son premier contact avec notre civilisation il y a exactement 50 ans. Quand je les ai rencontrés pour la première fois, en fait, ce sont eux qui sont venus me chercher, qui nous ont trouvés sur Internet, notre association, et qui ont demandé un soutien pour les aider à reforester, à protéger leur territoire. J'ai dû, à ce moment-là, m'adapter vraiment à leur mode de pensée. Et ça a été très important. Ils ont été, il faut imaginer qu'ils ont été décimés. Donc, il y a 50 ans, ils étaient plus de 5000. Ils habitent dans l'ouest du Brésil. Et en 3 ans, avec le contact, ils se sont retrouvés à moins de 300 personnes par les maladies que nous leur avons apportées, en fait. Ça fait une certaine résonance avec ce qui se passe aujourd'hui, d'ailleurs. Et donc, ils ont vraiment leur manière de faire. Ils ont réussi à survivre. L'État brésilien leur a rendu dans les années 80 un territoire qui fait 250 000 hectares, ça veut dire à peu près le Grand Paris, et qui est encore à 90% de la forêt inviolée. Aujourd'hui, ça l'est toujours grâce à leur lutte pour protéger la forêt amazonienne. Ils vivent vraiment en symbiose avec cette forêt et ça a été tout un apprentissage pour moi aussi de comprendre ce que les Indiens entendaient quand ils disent voilà, nous faisons partie de la forêt, nous vivons avec la forêt, nous vivons avec la nature et nous la respectons par symbiose, tout simplement. Et ils avaient beaucoup de peine à comprendre que l'homme blanc la détruise de la manière dont il la détruit. Ce sont les projets que nous avons lancés avec eux, sont tous des projets qu'ils ont voulu et qu'ils mènent à bien eux-mêmes. Nous sommes là juste en soutien par rapport à ces projets. Il y a des projets de reforestation, mais aussi un projet d'université indigène, du savoir indigène, pour conserver toutes leurs connaissances traditionnelles qui sont énormes et incroyables. Et c'est dans ce contexte-là que je travaille avec eux depuis 2005, que nous avons planté plus d'un demi-million d'arbres en reforestation dans des zones qui ont été déforestées par le passé. Et c'était dans ce contexte-là qu'un jour je reçois un téléphone de Philippe qui me dit « Écoute, j'ai un projet, est-ce que ça serait possible d'aller en Amazonie ?» Il me l'a expliqué, ça m'a beaucoup plu. Les Indiens sont aussi très friands de pouvoir parler de la problématique de l'Amazonie, de leur culture au niveau international parce qu'ils ne se sentent absolument pas écoutés au Brésil. Donc c'était une opportunité pour le chef Almir Surui de s'exprimer aussi ici en Occident. Donc nous sommes partis ensemble et je vais te laisser raconter tes impressions. Moi j'ai fait le guide, j'ai fait on me dit souvent passeur interculturel entre ces cultures qui sont très très différentes pour que ce projet puisse être réalisé. Alors je te recède la parole. C'est compliqué de résumer ce voyage en 2 minutes. Merci Thomas.
Tu veux que je raconte un petit peu le Ah voyage? oui, Ouais. ça me semble Ouais, indispensable. comment résumer ça? C'est pas forcément simple, hein. Enfin, Thomas, c'est quand même, c'est plus qu'un passeur. Thomas fait partie de leur tribu. Enfin, faut dire ce qui est. Ça en dit long sur qui c'est quand même. Oui, c'est vrai. J'ai été adopté en 2006 par la tribu. Oui, du coup, c'est pareil. Enfin, c'est plus qu'un rôle de passeur. C'est quand on te voit là-bas, tu fais vraiment intégralement partie de leur vie, en fait. Enfin, c'est totalement cohérent. Du coup, commencer d'arriver chez des Indiens qui habitent forcément très très loin de chez moi, qui ont une culture complètement différente, c'est forcément surprenant, mais j'ai envie de dire que j'étais tellement motivé et dans mon projet que j'essayais au début en tout cas de pas trop me déconcentrer et de m'émerveiller, mais avec un certain contrôle, sachant que c'est très paradoxal. C'est-à-dire que je me rappelle quand on est arrivé, je me suis dit ok, il faut tout de suite faire des portraits. J'ai pas pris le temps de chercher à droite à gauche parce que c'était la base du projet. Et je me rappelle des Indiens qui sont sur le hamac et qui ne font rien, et qui attendent. Et que d'un coup, quand ils ont décidé qu'on fait des portraits, hop, ça se met en place et c'est tout de suite maintenant. Parce que c'est leur fonctionnement et voilà, ça faisait partie des choses. J'y arrivais aussi avec mes certitudes d'occidental, chose qu'ils ont balayée en moins de 10 minutes. C'est normal. Mais enfin, au-delà des anecdotes plutôt marrantes, des chocs de culture, hein, je me suis dit, moi, je veux vraiment amener quelque chose à ces gens. Oui, ce projet, il y a de fortes chances que ça soit très bien pour ma carrière, mais on le fait avant tout pour ces gens. C'est exactement la même chose que ce qu'on fait ici ce soir et tout le mois d'octobre. Exposer au Quai Branly, c'est super, c'est très bien dans la carrière d'un artiste. Mais sous ça, il y a des gens qui jouent leur survie. Et ça, c'est vraiment beaucoup plus important. Et ce que j'avais en tête quand on a été voir les Suruis, Peter Suri, c'est il faut qu'on fasse le meilleur projet possible parce que eux, ils nous accueillent. C'est un effort pour eux. C'est pas forcément si simple de nous accueillir. Enfin, faut dire ce qui est. Ils se débrouillent pour nous amener dans la forêt, pour nous montrer un tas de choses. Il faut rendre honneur à ça. Donc, on a fait de notre mieux. Et je pense qu'il a bien fonctionné. C'était la rencontre humaine avec les Indiens, en fait. D'ailleurs, je suis toujours en contact avec eux aussi et je les considère comme des amis et c'est pour ça que je suis là aussi, hein. Mais le support de ce projet artistique, c'était une vraie rencontre et symbiose humaine, je pense. Oui, il faut savoir que, vous voyez, toutes ces photos qui ont été prises dans la forêt, on est parti de nuit dans la forêt. Le territoire Suruí, c'est une des plus grandes réserves du Brésil de jaguars. C'est vrai. Donc on a dû aller se balader au milieu de la forêt et sans les Indiens, vous pouvez absolument rien faire. Enfin, ils ont cette espèce de vision à 360 degrés, un radar dans la tête. Ils savent communiquer avec les animaux. Donc on se sent en sécurité quand on est avec eux. S'ils nous lâchent, si on voit plus notre ami indien à côté de nous au milieu de la nuit dans la forêt amazonienne, ça fait très peur. Ah ouais, c'est pas pareil. Bien, alors j'avais justement envie de partir sur une comparaison avec un grand photographe du début du XXe siècle qui s'appelle Edward Curtis et qui justement a lui aussi fait tout ce travail auprès des Indiens, mais cette fois-ci d'Amérique du Nord, et dans un souci, je dirais, pour le coup de vouloir garder une mémoire de ces Indiens, sachant qu'il y a consacré plus de 30 ans. Et pendant ces 30 ans, il a photographié plus de 80 tribus. Et donc tout ça avec la complicité, le financement à la fois du banquier Morgan et puis du président des États-Unis qui s'appelait Theodore Roosevelt. Et lui était dans une démarche vraiment... je dirais humaniste et vraiment ethnologue, anthropologue, où il voulait garder une trace de ses coutumes, de ses costumes, des habitudes, etc. Et donc il a fait, là j'ai choisi 2 portraits, mais il a pris aussi des Indiens, pardon, un peu plus dans leur environnement, avec un peu de mobilier, etc. Et il y avait vraiment cette volonté de garder une trace dans la mémoire, sachant que, paradoxalement, de la part de Theodore Roosevelt, l'idée était probablement plus de se dire, de toute façon, ils vont disparaître, c'est pas le problème, on va garder une trace, alors que lui était là, au contraire, dans une idée de protection des Indiens. Donc ça a donné une vingtaine de livres, enfin un grand projet sur les Indiens d'Amérique du Nord, avec 25 000 photos. Et vraiment cette spécificité de ces photos où on va avoir toujours, je dirais, les costumes, on va avoir quelque chose qui peut même avoir avec le folklore peut-être, parce qu'au fond, l'idée c'est d'avoir quelque chose de on va dire, très typique.
ce qui, à mon avis, peut-être se distingue un petit peu parfois, c'est toi qui vas nous le dire, des photos que tu as faites. Alors, volontairement, j'ai pris une photo en pied qui n'est pas forcément celle que tu vas projeter, mais tu as peut-être des choses justement à répondre par rapport à la démarche de cette photographe du XXe siècle. Je dirais que, en fait, ma démarche, elle vient du fait que la sienne existe, ou ait existé dans son cas. C'est-à-dire que si je me lance dans un projet, que ce soit en projection ou en photo, je pars du principe que si je n'amène pas quelque chose qui n'ait pas été fait ou qui soit surprenant, je ne le fais pas. Parce qu'il y a des gens qui l'auront sûrement mieux fait que moi avant. Donc je me dis, si je vais faire un projet avec des Indiens en Amazonie, il faut que j'amène quelque chose qui va faire en sorte que ce projet soit vu et que ce ne soit pas une photo d'Indien de plus, parce qu'il y a des gens qui auront fait, comme je disais, bien mieux que moi avant. Du coup, c'est comme ça que j'y vais, en tout cas, c'est un truc utopique. Après, je ne sais pas si je réussis ou pas, mais en tout cas, c'est mon idée de base. Et cette photo-là d'Agamemnon, qui est un des frères de Almir, qui est le chef. Agamemnon, c'était le chef de la reforestation, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, ça, c'est des photos que j'ai fait aussi pour mon plaisir. À la fin du séjour, on avait fini grossièrement le projet. Enfin, il nous restait 1 ou 2 projections, peut-être. Et ce que je trouve intéressant dans cette photo, elle les représente bien parce que ça se voit peut-être pas. C'est un détail. Je ne sais pas si vous voyez son short. Je pense que vous êtes un peu loin, mais sur son short, il y a un logo du Barça, du FC Barcelone, qui n'a rien à voir avec des Indiens païteurs suris d'Amazonie. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'on lui avait demandé de s'habiller bien, genre fais-toi beau en fait. Enfin, fais-toi beau, on va te prendre en photo. Et ben il se pointe avec un short du Barça. Et je trouve ça assez intéressant parce que du coup ça la représente bien. C'est un peuple qui est entre 2 cultures en ce moment. Tout à fait. Ils ont dû s'adapter à notre culture. Ils ont même dans leur école aujourd'hui, ils ont une partie de la journée qui est consacrée à leur culture, à eux, à l'apprentissage de leur culture, et l'autre qui est de l'école standard. Comment ça. Et il faut dire qu'à l'époque, ou traditionnellement, bien sûr, ils n'avaient pas de short en fait. Ils avaient juste ces espèces de ceintures. Le christianisme étant passé par là. On met les plus beaux shorts qu'on a. Et pour autant, quand tu vas faire une photo telle qu'on va les voir dans le jardin tout à l'heure, tu vas te concentrer sur le visage. Et je dirais que les accessoires qui peuvent être les coiffes, les colliers, etc., sont pour le coup vraiment accessoires. Ce n'est pas quelque chose que tu vas mettre en avant. Et je dirais que c'est plus l'humanité du personnage qui ressort et le côté folklorique, je dirais, de l'Indien. Et, comment dirais-je, pas du tout mis en avant, voire gommé. Parce qu'au fond, il est superfétatoire dans la mesure où, quand il est projeté en Amazonie, ce qui va le définir, c'est son habitat. Exactement. En fait, je pars du principe que je photographie des personnes. Et ces personnes-là se présentent comme elles le veulent. Comme je disais tout à l'heure, s'ils ne sont pas à l'aise, on ne fait pas de photo. S'ils veulent faire une photo d'une certaine manière, on la fera. Donc, quand je photographie un Indien d'Amazonie, sa manière de se présenter, c'est de porter une coiffe. Je lui dis, je veux faire un portrait de toi, il vient avec une coiffe. Donc, on va le représenter avec une coiffe. Mais avant tout, ce qui compte pour moi, c'est la personne que je projette et où je la projette. Et c'est ce mélange des deux qui fait l'œuvre. Et c'est pour ça que mes projections ne sont pas des projections qui sont ultra lumineuses comme la fête des Lumières à Lyon. C'est un mélange lumière-matière. Je veux qu'on voit les deux, en fait. Très bien. Donc, justement, ça me fait avancer sur un autre grand artiste du XXe siècle, qui est August Sander, qui est un Allemand, donc qui a beaucoup travaillé pendant la République de Weimar, et qui, lui, avait un projet qui était vraiment de l'ordre de la documentation, alors différent de ce qu'on a vu avec Curtis, mais l'idée était plus une démarche, on va dire, sociologique, socio-historique, et alors là, on ne voit pas bien la légende, mais enfin suffisamment, les portraits qu'il faisait n'étaient jamais intitulés ou légendés du nom de la personne, mais de son statut social, en quelque sorte. Donc ici, on voit un manœuvre, et il a fait évidemment des paysans, des artisans, etc., qui étaient nommés plus ou moins par leur métier, sachant que son grand projet pour lui, et un des premiers ouvrages qu'il a fait en 1929, était les visages de ce temps. Et donc il s'était mis comme objectif, et ça a été là aussi l'œuvre de sa vie, ce qui est intéressant, parce que c'est exactement ce qui s'est passé aussi avec Curtis, et j'imagine qu'elle est bien partie pour ça, de finalement photographier, d'être un portraitiste, donc à la fois de son temps et à la fois de toute la société. Donc il a, alors on l'a étiqueté parfois de différentes couleurs politiques.
En tout cas, jamais d'être nazi, bien évidemment. Mais enfin, il a portraituré toutes sortes donc, toute la société, aussi bien justement à cette époque très clivée, les nazis, que les gens, même dans l'opposition, etc., etc. Et donc, en fait, il ne rentrait pas par le biais politique, mais comme on l'a dit tout à l'heure, tout est quand même politique quand on photographie, notamment. Et voilà. Et il a fait ce type de portraits qui se veulent, on va dire, très objectifs, et c'est là-dessus que je t'attends. Donc, en noir et blanc, avec une grande frontalité, très peu d'accessoires, mais qui donne suffisamment le contexte pour qu'on sache qu'effectivement, lui est un manœuvre. Quand on a un cuisinier, ben voilà, il a une toque, il a une louche, etc. Et il se veut complètement objectif dans son regard. Et voilà, il est confronté donc de face à son personnage, avec un cadrage relativement élargi, le noir et blanc, et puis pas de spontanéité, mais quelque chose de très composé. Sachant que là aussi, il allait auprès de ses modèles de façon à leur laisser choisir le lieu dans lequel il voulait être portraituré. Donc toi, par rapport à tout ça, j'ai choisi à côté, on l'avait choisi ensemble, le portrait d'un habitant du Mans, qui est un soignant, je crois, hein, donc infirmier, Oui, infirmier. oui, et qui, donc, c'est ton projet de cet été, d'avoir, là encore, photographié donc, des habitants du Mans et projeté ces habitants dans leur ville. Et donc voilà, tu vas nous expliquer un petit peu ce qui a sous-tendu la démarche de... Donc, en fait, c'est dans le cadre d'une exposition. Dans le cadre d'une exposition qui était commandée par la ville du Mans, qui durait tout l'été. Donc, je faisais des projections de personnes dans ce qu'on appelle la cité Plantagenet, qui est la vieille ville du Mans. Et voilà, donc ça, c'est la projection in situ. Et en fait, donc j'ai photographié on s'est mis d'accord avec la mairie, c'était de photographier des gens qui ont eu des actions héroïques, enfin, en tout cas, vraiment extraordinaires pendant le confinement. Donc, évidemment, il y avait 80% de soignants, même s'il y avait d'autres métiers représentés. Et en fait, ça revient un peu à ce que je disais tout à l'heure, c'est que j'ai un soignant qui est face à moi, mais je ne m'intéresse pas forcément à son métier. Je sais que c'est un soignant, je sais que s'il est là, il a été incroyable pendant le confinement, mais ce qui m'intéresse, c'est la personne. C'est pas quel est ton métier, c'est qui tu es. Et lui, je me rappelle, c'est un mec qui était passionné de cirque, au-delà d'être soignant. Et d'ailleurs, c'est marrant, il s'est présenté comme un circassien. Il ne m'a pas dit « je suis infirmier », il m'a dit « je suis circassien ». Et de fil en aiguille, en discutant, on se retrouve à faire cette photo-là. Enfin, pourquoi, je ne sais pas l'expliquer, en fait. Sachant qu'on va sûrement discuter pendant un quart d'heure et boire un café et, voilà, et parler, et la photo, elle va être faite en 1 minute. Enfin, à la limite, c'est ce qui reste, mais c'est pas le plus important, en fait. Moi, je me rappelle très bien qu'il s'appelle Ben et qu'il est circassien. C'est ça qui... Donc, on va dire que, en fait, dans ta démarche, en tant que photographe, tu vas t'effacer devant le sujet, devant le modèle, de façon à le laisser complètement s'exprimer après l'avoir mis en confiance, effectivement, bu un café, etc. Et tu es plus dans la spontanéité peut-être de la photo, ou est-ce qu'il y a quand même un moment de composition? En fait, je dirais qu'il n'y a rien de vraiment calculé, et j'essaie... en fait, j'ai une approche du portrait qui est particulière et risquée, mais c'est de photographier les gens très très vite. Mes séances durent généralement 1 minute maximum. Enfin, il y a quelqu'un qui est passé devant là-haut, là, il a expérimenté. Pourquoi ? Parce que en fait, j'ai pas le temps de réfléchir et la personne non plus. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir quelque chose de naturel. Alors c'est une prise de risque, à moi d'être carré et bien préparé, mais ça on retombe un petit peu sur un truc de sportif au final. À moi de m'être assez entraîné pour le jour J être au point. Mais en tout cas, avec cette approche rapide où personne réfléchit, j'essaye et j'espère réussir à avoir quelque chose de sincère et honnête. Donc c'est un peu ce qui se passe. Après, il y a un conseil que je donne souvent, c'est si je bois un café avec quelqu'un avant ou si on discute, je ne suis pas dans la démarche d'essayer de me dire « Ah, je vais faire ça parce que ça va le détendre ». Ça, c'est de la manipulation. Non, j'essaie d'être le plus honnête possible. Si j'ai pas envie de boire de café, je ne bois pas de café, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'on ait un échange. S'il y en a un, il y a des gens avec qui il n'y a pas d'échange. Et on n'a pas forcément les mêmes photos, mais ça, on ne choisit pas. C'est des choses humaines qui sont bien au-delà d'artistique, en fait. Donc, en fait, parce qu'on pourrait distinguer, enfin, on distingue souvent le fait de prendre une photo ou de faire une photo. Donc, sachant que prendre la photo, ça veut dire saisir ce côté sur le vif, avec ce côté un petit peu quand même prédateur, hein. C'est-à-dire que tout d'un coup, on va d'une façon, je dis agressive, c'est exagéré, mais disons qu'on va quand même voler un moment d'un visage ou d'une expression, alors que faire la photo nous met dans le camp plutôt vraiment d'une composition, quelque chose qui va être presque beaucoup plus artificiel.
Et toi, tu préfères quand même plutôt lequel des deux alors? Je dirais prendre la photo, parce que oui, on capture quand même quelque chose, mais je dirais que c'est un partage et ça reste aussi à la personne, enfin j'espère en tout cas. Alors, le modèle suivant, enfin, du moins le photographe suivant, c'est Walker Evans, donc lui, là aussi très connu, et qui lui avait l'habitude de dire « Le modèle gagne en dignité quand il lui est permis de se défendre contre l'objectif ». Et alors Walker Evans est un Américain donc qui est un peu le pendant, je dirais, d'Auguste Sander, et qui aux États-Unis, et qui lui a vraiment photographié. Donc il a eu plusieurs périodes dans sa carrière évidemment, mais la grande période pour laquelle on le connaît, c'est la Grande Dépression aux États-Unis, donc la crise de 29 qui s'ensuit avec ce qui s'ensuit, je dirais, toutes les années 30 qui vont mettre, je dirais, à la rue un certain nombre de citoyens américains, et particulièrement les fermiers. Et à cette époque-là va être lancé, alors non, c'est pas sans écho avec ce qu'on entend, enfin avec ce qu'on vit aujourd'hui, mais et à cette époque-là est lancé ce qu'on va appeler la Farm Security Administration, en gros un organisme étatique qui va venir en aide aux fermiers. Et dans ce contexte-là, comment dirais-je, Walker Evans va partir sillonner l'Amérique profonde pour aller photographier justement ces métayers, ces fermiers, ces gens qui ont beaucoup souffert de la crise. Alors, donc j'ai commencé par faire une petite citation de lui, puisque c'est quelqu'un qui justement a toujours dit que, au fond, il était dans un face-à-face avec son sujet, et qu'il était hors de question d'être dans cette situation de voyeur, et qu'il voulait leur rendre par ce regard qu'ils échangent, parce qu'il y a toujours des regards très intenses dans les photographies de Walker Evans, qui leur rendaient finalement leur dignité, qui leur donnait aussi une certaine maîtrise de leur image, parce qu'on le voit avec cette femme, ce regard est quand même très perçant, très fort, et justement il y a cette lutte contre l'objectif, comme si il voulait lutter contre un certain misérabilisme, contre une certaine sensiblerie de la photo, puisque c'est vrai qu'il va quand même photographier des gens qui ont tout perdu, donc on pourrait tomber dans la sensiblerie, dans l'apitoiement, dans la compassion, etc. Et c'est pas ce qu'il a voulu faire. Donc je trouve aussi que, et là j'ai choisi le portrait de cet homme qu'on va voir dans un instant projeté dans la nature, mais dont tu vas nous parler, et qui était un sans-papier, on va dire un SDF plus exactement, un SDF à New York. Exactement. Et pour l'anecdote, je l'ai photographié devant une affiche de pub de mode parisienne. C'est pour ça que le fond ressemble à Paris. C'était un hasard au final. Mais du coup, comment j'aborde ce monsieur? On se balade dans les rues de New York, un appareil photo à la main et un iPad dans l'autre pour montrer ce qu'on a déjà fait ailleurs, dont le projet amazonien, pour expliquer aux gens, voilà, bonjour, je voudrais vous photographier, je vous occupe 1 minute, je vous promets, ça ne durera pas plus longtemps. Et c'est pour faire ça. Donc ça, je leur montre différentes images de projection in situ, parce que c'est beaucoup plus facile de montrer que d'expliquer. Si je dis, je vais vous photographier, vous mettre dans un projecteur, vous projeter sur un arbre, peut-être ça va marcher, peut-être pas. Bon, ils nous disent non et ils s'en vont. Du coup, je préfère montrer. Si ça les accroche au niveau esthétique, j'ai une chance qu'ils disent oui. Et après, on fait la photo, je leur montre la photo. Et si ça leur convient et qu'ils sont d'accord, on les projette, je prends leur email et après, je leur envoie. Respect minimal. Du coup, comment me placer par rapport à l'approche de ce photographe? Je ne sais pas. Moi, cette notion de combat, je ne suis pas dans ça. Enfin, comme je disais, c'est un échange. Et un truc... Enfin, par exemple, quand on photographie des gens connus comme Zidane et des gens comme ça, qui sont habitués à être photographiés, à ce que ça dure longtemps, qu'on les maquille et compagnie, et que moi je demande à ce qu'ils viennent comme ils sont, je me rends compte que souvent les photos qui marchent le mieux, et c'est le cas avec les gens de la rue aussi, c'est pareil, c'est leur dire j'ai besoin de faire un test photo, et qui est vrai, pour ceux qui bossent dans la photo, la vidéo, vous savez bien, c'est pas magique, il faut se préparer, et généralement c'est ces photos-là qui sont les mieux, et c'est pour ça que mes séances sont aussi très courtes, parce que dans leur tête, ils sont pas en train de se faire prendre en photo, on n'a pas commencé, donc ils sont eux-mêmes. Dès qu'on leur dit « Ok, je commence », là, c'est plus eux, c'est la personne publique. Et pour un SDF, même il y a quand même ça. Il y a qui je suis en tant qu'humain et ce que je représente pour la société. Et ce que j'essaie, c'est du coup d'avoir ce rapport non pas de combat, mais de complicité, si ça se crée, pour cette raison-là, en fait, pour essayer de les représenter eux en tant qu'humains et pas forcément eux s'ils sont une superstar ou une personne de la rue. Et alors évidemment, le résultat, c'est que tu vas carrément magnifier le portrait en le projetant, en particulier à Central Park, parce que là, je dirais, le paradoxe, c'est que ce SDF se retrouve
dans Central Park, avec pour fond tous ces gratte-ciel qui en fait évoquent la richesse et peut-être même une certaine vanité, je dirais, de la société américaine. Et le contraste est d'autant plus frappant. Le sens initial du projet, et c'est toujours intéressant justement de voir les autres sens, on a fait ce projet-là après avoir été en Amazonie, et Central Park était un excellent endroit pour montrer un lieu où l'humain était littéralement plus haut que les arbres. Et quand on a été en Amazonie, tu peux mieux en parler que moi, hein, on voit bien le rôle prépondérant de la forêt et combien c'est plus haut que beaucoup de choses, que tout ce qu'on peut construire en fait. C'est beaucoup plus complet, complexe et riche. Et en allant à Central Park, je voulais faire des photos qu'on pourrait mettre en parallèle en disant, regardez, là il y a des choses humaines qui sont clinquantes. Ça brille, c'est lumineux, tout ce qu'on veut. Et nous, on est plus haut que la forêt. Et Central Park, c'est un super parc, mais ça n'a rien de naturel, c'est un rectangle. C'est l'inverse. Oui, si, ça a la forme du territoire des Suruis qui est coupé au cordeau, mais qui n'a rien de naturel. Mais je trouvais ça intéressant d'aller à Central Park pour ça, pour montrer le côté grotesque de l'humain qui est trop content d'avoir un truc de nature, sauf qu'il est tellement... il est tout sauf naturel au final. Même si Central Park est très agréable et que c'est bien entretenu et tout ce qu'on veut. Je parle de la symbolique. Et d'avoir des gratte-ciel qui dépassent au-dessus des arbres, pour moi, c'était le symbole principal de notre bêtise, en fait, hein, tout simplement. Et ça montre aussi le clivage social. Complètement. Au-delà de ça, ouais. Donc, comme disait Suzanne Sontag, en fait, photographier, c'est conférer de l'importance, et conférer de l'importance au sujet, d'autant plus ici que tu donnes de l'importance, tu redonnes une identité, et tu redonnes de l'importance à quelqu'un qu'on ne regarde plus dans la rue. On essaye. Donc, il y a cette dimension aussi sociale qui est très importante. Alors, on va revenir peut-être maintenant à nouveau aux Indiens. Alors bon, là c'est une photo d'un papou, mais l'idée c'était de voir un peu à travers un autre photographe très important et contemporain, qui est Sebastião Salgado, et qui lui aussi a eu différents projets, mais dans ce projet-ci qui date donc de la fin des, qui va devenir un livre au début des années 2010. C'était l'idée, donc Genesis, c'était l'idée de montrer la planète dans toute sa beauté, dans tout son émerveillement, etc. Et il a, je dirais, là aussi, voulu photographier un certain nombre de peuples, peut-être en voie de disparition, etc., pour en garder d'une certaine façon la mémoire. Et peut-être, ce qui est souvent reproché, parfois reproché à Sebastião Salgado, c'est peut-être le côté trop esthétique et peut-être un petit peu même ici sensationnel de cet Indien, avec peut-être un risque de dérive de folklore ou autre. Et alors, si on met le portrait, alors tu vas nous redire qui c'est, si c'est Agamemnon ou... Oui, c'est lui. Il s'appelle Raimondo. Je te laisse expliquer peut-être. Une petite parenthèse. Voilà. Et nous expliquer un peu la démarche après en termes de photographie, en quoi tout ça se distingue peut-être, ou se rapproche. Ouais, je vais juste Thomas expliquer l'histoire de Raimondo, qui va être projeté ce soir sur 2 arbres différents. C'est pas anodin. Oui, Raimondo était l'infirmier du peuple Surui. Je dis était parce qu'il est décédé il y a 3 semaines du Covid. Ça peut m'amener, je peux peut-être là faire une parenthèse sur ce qui se passe au Brésil. Vous avez certainement tous entendu parler du président Bolsonaro, qui depuis qu'il est au pouvoir crée énormément de problèmes au pays, et notamment pour les indigènes. Il essaye, les peuples indigènes luttent pour conserver la forêt, leur territoire et leur culture. Dans les années 80, il y a eu une loi qui est passée au niveau national qui protège les Indiens, qui protège la forêt amazonienne, l'environnement. Elle est passée au plus haut niveau de l'État et elle est inscrite dans la Constitution. Depuis qu'il est au pouvoir, le président Bolsonaro essaye, avec le soutien des lobbies miniers notamment, de faire retirer ces lois. Il n'y a pas encore réussi et j'espère qu'il n'y arrivera jamais. Mais les Indiens, depuis qu'il est au pouvoir, font face à un très problème sérieux, un très gros problème où leurs droits sur ces territoires qu'ils essayent de protéger risquent de leur être enlevés. Une des manières
d'en finir avec ces Indiens, eh bien, c'est de ne rien faire avec le Covid. Et puis, comme ils sont très sensibles, des poumons notamment, il suffit de ne pas leur donner d'attention médicale pour qu'il y en ait beaucoup qui meurent. Chez le peuple Surui, déjà 5 d'entre eux sont décédés sur une population de 1500 aujourd'hui qu'ils sont. Il y en a à peu près 300 qui sont atteints par le Covid. Et donc, depuis le début de la pandémie, eh bien, nous avons dû arrêter toutes nos actions courantes. Naturellement, le projet d'université, eh bien, comme il y avait des universitaires de Sao Paulo qui venaient les aider, on a dû le suspendre parce qu'on ne peut plus bouger. On a essayé de les faire faire qu'ils puissent se retrancher chez eux dans leur territoire. Malheureusement, ils sont très habitués à notre mode de vie quand même. Donc, s'ils n'ont pas d'huile, de sucre, de choses de base qu'ils ont appris avec nous, eh bien, ça leur pose des problèmes. Ils ont été en ville. Alors, on a essayé de faire un projet où une association locale avec laquelle on travaille en partenariat a été acheter en ville des produits de base, des masques aussi, et du gel, etc. aussi. Et puis, qu'on leur apportait chez eux afin qu'ils n'aient pas à aller en ville où la pandémie leur bat son plein encore aujourd'hui. Donc, ça a plus ou moins bien marché au début et puis petit à petit, ça s'est dégradé. Il y a quand même eu... il faut dire qu'il y a aussi des déforesteurs et des miniers illégaux qui minent le diamant sur leur territoire en toute impunité aujourd'hui. Et les contacts qu'ils ont avec ces personnes leur ont aussi amené le Covid. Donc, on est vraiment dans une situation critique de survie aujourd'hui, de nouveau, en train d'essayer de trouver des solutions. La semaine passée, le chef Almir Surui m'a demandé d'essayer de trouver des fonds, par exemple, pour leur acheter des respirateurs, comme ça qu'ils n'aient pas besoin, parce que s'ils envoient les gens à l'hôpital de la ville la plus proche de Cacoal, qui est à peu près à 1 heure de route, eh bien, ça va être encore pire. Ils risquent d'être infectés simplement en allant en ville, dans les hôpitaux locaux. Donc, on essaie de leur trouver du matériel qu'on peut amener chez eux, notamment de respiration, etc. Ça, c'est un exemple de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, on est vraiment aujourd'hui dans une situation assez critique à ce niveau-là. Et voilà, j'aimerais qu'on ait une pensée pour Raimundo qui est décédé en soignant les autres, en fait. Et alors, justement, Sebastião Salgado a eu, en mai dernier, a lancé une grande campagne, justement, au moment du Covid. Alors, je vous montre cette photo, mais ça va se rabouter aussi avec la question précédente, qui est une... Parce qu'il a beaucoup photographié pendant 7 ans les Indiens d'Amazonie. Et là, il a lancé une grande campagne de façon à ce qu'on puisse les aider par rapport au Covid et pour vraiment lever des fonds et des médecins, etc., pour faire en sorte que la maladie ne progresse pas. Donc, c'est vraiment un sujet d'actualité. Donc, il y a cet engagement très important. Et puis, alors, sur le plan esthétique, peut-être, est-ce que tu voudrais nous dire quelque chose par rapport à cette façon, peut-être, de travailler ou... Du coup, pour moi, ça revient un petit peu à ce que je racontais tout à l'heure pour Agamemnon qui vient avec un short du Barça, c'est-à-dire que je demandais aux Indiens, enfin Thomas, je ne sais pas si tu te rappelles comment c'est passé, on avait mis le petit studio que vous avez vu tout à l'heure avec mon ami Rémi qui était avec moi. Et du coup, au début, c'est Almir, le chef, qui est venu, parce que ils savaient pas trop, ils avaient un peu peur de venir, quoi. Puis du coup, ils sont tous venus. C'est devenu une animation, en fait. C'était plus une séance photo, c'était une animation, et je pense qu'ils prenaient du plaisir à ça. Enfin, ils se sont marrés, en fait, simplement. Et nous aussi. Et du coup, cette photo-là de Raimundo, que vous avez vu tout à l'heure, elle était faite dans ce contexte-là. Et c'est vrai que quand on voit une image, on ne peut pas savoir le contexte. Mais c'est ça qui fait l'image. Quand on disait la rencontre, et le contexte, il joue dans la rencontre, forcément. Donc moi, je leur avais demandé juste, je vais vous prendre en photo pour vous projeter sur les arbres. Venez comme vous voulez vous montrer, en fait. Enfin, venez comme vous êtes vous, en fait. Je ne vous demande pas de venir habillé en indien. Venez vous. Enfin... Ouais, je voudrais ajouter quelque chose qui m'avait particulièrement plu. C'est que tu leur as aussi demandé ce que eux voulaient quand on a été en ville, justement dans cette fameuse ville de Cacoal. On a trouvé un grand panneau publicitaire tout déchiré. Et tu as projeté un message avec une photo d'eux, qui était un message politique. Qui était une phrase d'Almir qui dit protéger la forêt, c'est protéger la vie. Sauf que pas de bol, ce soir-là, c'est le soir où le projet marchait mal. Et je sais pas si tu te souviens. On avait des problèmes de il n'arrivait pas à démarrer et c'était un endroit qui est quand même assez tendu parce que c'est quand même une ville peuplée fortement de déforesteurs. Et quand on est avec des Indiens et un chef indien et qu'on projette un truc
qui est un peu comme une gifle dans leur visage au final. Politiquement, bah, forcément, on n'a pas envie de rester 6 heures sur place. Mais bon, ça s'est bien passé. On est rentré dans la forêt, tout allait bien. Alors, il nous reste 5 minutes et je voulais aborder un autre aspect aussi de la photographie, du portrait, qui est, on va dire, la dramatisation. La façon, finalement, de peut-être de vouloir attirer la pitié, la compassion, etc. Et alors, avec des moyens techniques, c'est peut-être on va discuter peut-être très rapidement aussi, justement, de ce que sont les renforts techniques entre la photo qu'on va prendre sur le vif et puis les retouches, hein, alors Photoshop ou autre. Et évidemment, parler de ce photographe qui est très célèbre aujourd'hui et qui est ton contemporain, pour le coup, hein, la même génération, Lee Jeffries, et qui a fait cette campagne, entre autres, hein, sur les homeless en Suède, et qui, on le voit quand même, va aller chercher quelque chose d'un peu, qui va aller, selon moi, me semble-t-il, aller un peu jusqu'à la caricature, c'est-à-dire qu'on va chercher le sensationnel, le monstrueux, l'exceptionnel, et puis quelque part peut-être un peu quelque chose qui pourrait passer pour de l'obscène, c'est-à-dire qu'on va aller chercher dans la photo, dans le portrait, des choses assez extrêmes et qui sont d'ailleurs servies par la technique, puisqu'on voit qu'il y a certainement dans le clair-obscur extrêmement accentué qui est le parti pris ici, l'idée d'avoir été chercher en retouchant, etc. Donc, par rapport à toi, ce que tu fais, et je voulais qu'on termine peut-être d'ailleurs sur des images plus lumineuses de ce que tu as fait en Inde, quel est ton point de vue, quel est ton parti pris et qu'est-ce que tu penses de tout ça? En fait, l'Inde, c'est un bon exemple, je pense, pour ça. C'est-à-dire que là, la personne qui est en train de se marrer, c'est quelqu'un qui est sûrement né sur un trottoir et qui n'a pas beaucoup bougé depuis, et qui devait avoir 17-18 ans, je pense. Du coup, mon approche, quand je vais dans un endroit qui est socialement difficile ou qui a d'autres types de problèmes écologiques, hein, c'est de montrer une certaine forme d'espoir, et c'est pour ça que vous pourrez trouver ce soir un portrait, par exemple, de Raimondo, d'ailleurs, qui est en train de se marrer, parce que c'est un mec qui se marrait beaucoup, il nous avait bien fait rire, et du coup, on l'a photographié en train de se marrer comme il était. Et si je vais en Inde et que je photographie des gens dans leur misère, avec, on va dire, un renforcement de retouche, ou une esthétique qui renforce ça, c'est un peu enfoncer des portes ouvertes. On sait qu'ils sont très pauvres et qu'ils sont dans la merde, en fait. Tout le monde sait ça. Mais par contre, l'idée de Calcutta, c'était de dire, OK, on va photographier des jeunes dans les rues de Calcutta. Vous connaissez leur situation, même si vous ne le voulez pas, tout le monde sait ça. Mais on va montrer que ces gens-là, ils ont une patate que nous, on n'a pas. Et ça, c'est pas inintéressant. Eux possèdent quelque chose que nous, on ne possède pas. Et ça, on n'y pense pas comme ça, en fait. Donc mon approche, c'est plutôt d'essayer d'amener quelque chose de différent, parce que le misérabilisme, malheureusement, on sait qu'il est là, et c'est même devenu... Il est tellement là que c'est normal. Comme l'Amazonie se déforeste, c'est normal. L'Amazonie brûle tous les ans, c'est normal. Alors que, vu qu'on voit bien que ça ne marche pas dans ce sens-là, aux artistes d'essayer d'inventer des manières pour essayer de sensibiliser un peu différemment. Donc là où Lee Jeffries va être sur quelque chose d'hyper accentué sur... Qui est une entrée, hein, qui n'est pas forcément critiquable. Hein, oui, mais qui est une entrée, pour le coup, très esthétique aussi. Hein, parce qu'il va être beaucoup reconnu, je pense, pour son esthétisme et pour ces qualités-là. Toi, tu vas plutôt aller vers justement ce qu'on appelait la part lumineuse, hein, de ton art, c'est-à-dire la part lumineuse de tes modèles qui, en fait, vont, par la bienveillance avec laquelle tu vas probablement certainement même, les traiter, fait qu'en fait, tu vas aller chercher le côté plus joyeux, plus heureux, et non pas jouer sur la corde sensible de peut-être l'apitoiement et une certaine sensiblerie peut-être. Oui, tout à fait, ouais. Disons que oui, la corde sensible, on sait qu'elle est là, hein, comme je disais, malheureusement. Alors, quel va être ton mot de la fin ? En mot de la fin, j'ai envie de dire, sortons et allons voir l'exposition. Hein. J'ai hâte que vous voyez ça, en fait. Au mot de la fin, mais en tout cas, pour être plus sérieux, ce que vous allez voir, c'est mon travail, certes, mais ce sont les Indiens païteurs surhuis. Et l'exemple de Raimondo en dit long. C'est des gens qui, même si on passe une très bonne soirée, j'espère que ça vous plaira, que ça sera agréable. En plus, le ciel est avec nous, tant mieux. Ce n'est pas un hasard, je dirais. Du coup, n'oubliez pas que ces gens sont quand même en grande souffrance. Et le projet s'appelle Dans la mémoire du monde. C'est pas pour rien. C'est parce que pour moi, les projeter ici, c'est une manière de les faire rentrer dans la métaphore de la mémoire du monde, qui est un grand musée national comme celui-là. Donc, amusez-vous, prenez du plaisir, mais n'oubliez pas qui sont les gens que vous allez voir sur les arbres et pourquoi ils sont là surtout. Bravo Philippe, merci.
Il y a des flyers à disposition par rapport à Aquaverde. S'il y a des gens qui veulent se renseigner sur l'association et plus en profondeur sur les Indiens, Paitersuri, il y a des petits flyers là. Je me demande s'ils sortent pas par en haut. Oui. Merci à vous.